Bonjour à tous. Je vais vous présenter une approche que je développe au sein du laboratoire de Stanislas Dehaene à Neurospin et qui vise d'une part à mieux comprendre le fonctionnement cérébral des enfants dyspraxiques, je vous expliquerai ce que c'est, et d'autre part à aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire à proposer des outils très pragmatiques, qui permettent d'aider ces enfants en classe, dans la vie de tous les jours. Alors, en fait, au niveau international, on ne parle plus actuellement de dyspraxie. C'est un terme qui a été abandonné par un consensus il y a déjà un certain nombre d'années. Et on parle de troubles de la coordination motrice d'origine développementale et qui se définissent par des fortes performances dans les activités qui requièrent une coordination motrice inférieure à celle attendue pour un enfant du même âge. Voilà. Donc ce sont des enfants qui ont des difficultés pour coordonner tous les gestes dans la vie de tous les jours. Et pour qu'on puisse parler de troubles, il faut qu'il y ait un impact sur la vie quotidienne et ou sur les performances scolaires. Sinon, on est juste à un bout d'une échelle, mais il n'y a pas de limitation d'activité, de restriction de participation. Donc on n'est pas dans le cadre d'un trouble. Voilà. Ces déficits moteurs, pour qu'on puisse parler de troubles de la coordination motrice d'origine développementale, ils ne doivent pas s'expliquer par une déficience intellectuelle et ils ne doivent pas être liés à une pathologie neurologique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, un trouble de type insuffisance motrice cérébrale et un trouble de la coordination motrice, mais à ce moment-là, il n'est pas d'origine développementale. Il y a plein d'enfants aussi qui ont subi des chirurgies suite à des tumeurs cérébrales et qui ont aussi des troubles de la coordination motrice. Donc, évidemment, les outils qu'on proposera dans la deuxième partie les aidera aussi. Donc, c'est des enfants qui sont gênés dans tous les gestes de la vie quotidienne et c'est souvent pour ça qu'il y aura une reconnaissance de handicap. C'est des enfants qui doivent penser leurs gestes du matin au soir. À partir du moment où ils se lèvent, ils sont déjà en train de réfléchir aux gestes qu'ils sont en train de faire. Ouvrir une porte, c'est quelque chose qu'ils doivent penser. Ouvrir une fenêtre, c'est quelque chose qu'ils doivent penser. S'habiller, mettre les boutons, rien n'est automatisé. Le gros problème à l'école, ça va être surtout le déficit de l'écriture manuscrite. On écrit beaucoup à l'école française d'aujourd'hui. On passe 66% du temps à écrire à la main. Et donc, pour ces enfants qui ont un déficit de l'écriture, ça va être un problème. Alors, quel est ce déficit? C'est d'abord un déficit qualitatif. Ce sont souvent des enfants qui écrivent mal. Et là vont naître les premiers malentendus parce que c'est des enfants qui vont se faire disputer parce qu'on va trouver qu'ils ne tiennent pas correctement leur crayon, qu'ils ne tracent pas correctement les lettres et que s'ils faisaient un petit effort, ils y arriveraient peut-être mieux. La réalité, c'est qu'en fait, ce trouble de l'écriture, qualitatif de l'écriture, est lié vraiment à un déficit cérébral. Donc là, vous avez les lettres écrites par une enfant de fin de CP qui, donc vous le voyez, non seulement fait des lettres très très grosses, mais qui en plus ne sont pas du tout organisées sur une page, alors que dès le début du CP, les enfants sont capables d'organiser les lettres de gauche à droite et entre les lignes. Vous voyez aussi les lettres en miroir qui sont présentes chez cet enfant. Alors les lettres en miroir ne sont pas un signe de pathologie tant que ça reste jusqu'à un certain âge. C'est normal que les enfants de grande section de maternelle fassent des lettres en miroir, c'est-à-dire à l'envers. En revanche, avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les lettres en miroir doivent disparaître. Donc là, c'est une étude que nous avions faite avec Édouard Jantas, qui a présenté ce matin, et Caroline Joly, sur laquelle on proposait, Édouard proposait à des groupes d'enfants de classe, de grandes sections de CP et CE1 d'écrire des lettres sur une tablette graphique et on mesurait un certain nombre de paramètres, le nombre de moments statiques, le nombre de pauses, la durée du crayon en l'air, le nombre de mouvements lents et le nombre de pics de vitesse. Et on comparait ces performances à celles d'une enfant avec un trouble de la coordination motrice qui était en CP et en CE1, qui est ici en rose. Donc ce que l'on peut constater, c'est que sur toutes les variables, l'enfant dyspraxique est toujours ne rejoint jamais le niveau des enfants lambda de CE1, du groupe de CE1. Elle est toujours soit au niveau des CP, soit parfois au niveau des grandes sections de maternelle. Or, toutes ces variables, le nombre de moments statiques, le nombre de mouvements lents, le nombre de pics de vitesse, le nombre de pauses, diminuent en fait chez ces enfants, chez les enfants standards, lorsqu'ils automatisent le geste écrit. Ce sont des indicateurs de geste écrit, c'est-à-dire d'automatisation. C'est-à-dire que plus
on devient capable d'automatiser son geste. Hein, l'automatisation chez l'enfant lambda, c'est en CE2. Moins on fait de pause, moins on fait de pic de vitesse, moins on fait de mouvements lents. Voilà. Donc, cette difficulté à automatiser l'écriture, c'est un des éléments majeurs du déficit d'écriture manuscrite, et ça va faire que ces enfants vont être dans une situation cognitive extrêmement particulière lorsqu'ils écrivent de façon manuelle. Autrement dit, en CE1, CE2, CM1, CM2, ils sont toujours dans la même situation qu'un enfant de CP qui est contraint de prêter attention au dessin des lettres. Et on va voir, avec ce qu'on connaît des sciences cognitives, quelles conséquences cette situation cognitive peut avoir. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le cerveau est capable de faire deux choses en même temps? Donc, je vais vous présenter une vidéo dans laquelle vous allez voir deux équipes de basket qui se lancent des balles. Votre mission ici, pour ceux qui le peuvent, c'est de compter les passes que se font les membres de l'équipe en blanc. Vous êtes prêts? On y va. Vous focalisez toutes vos attentions sur les membres de l'équipe en blanc. Il ne faut pas vous tromper. Comptez le nombre de passes. Ok, combien y avait-il de passes? D'accord. Maintenant, vous ne comptez plus les passes, vous regardez simplement. D'accord, donc combien d'entre vous, donc pour ceux qui ne voient pas, on fait compter le nombre de passes et il y a en fait un gorille qui passe au milieu de la scène, mais qui reste même assez longtemps. Et lorsque on est focalisé sur le nombre de passes, eh bien, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? Eh bien, en fait, le cerveau n'est pas conçu pour faire deux choses en même temps si les deux choses requièrent de l'attention. C'est pour ça qu'on vous déconseille de téléphoner en voiture. Le cerveau fait une chose, puis l'autre. Il travaille en série. Et c'est pour cette raison que votre cerveau s'est focalisé sur les passes, puisque c'est ce que je vous avais demandé, et vous n'avez pas traité cérébralement, vous n'avez pas pu voir le gorille qui était au milieu. Peut-être que votre cerveau l'a vu, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à la conscience. Cette situation, c'est la situation dans laquelle sont, par exemple, les enfants dyspraxiques, lorsqu'ils arrivent en classe, qu'il faut sortir toutes les affaires du sac, ce qui, eux, leur demande beaucoup d'attention, et à ce moment-là, ils le font plus lentement que les autres. Et à ce moment-là, l'enseignant commence son cours et dit « Prenez votre manuel, page 153, exercice 3 ». Et l'enfant dyspraxique, qui est focalisé attentionnellement sur le fait qu'il faut qu'il vide son cartable sans rien faire tomber par terre, n'entend pas la consigne. Comme vous n'avez pas vu le gorille au milieu. Et ce qu'on va lui dire à ce moment-là, c'est « Eh bien, voilà, tu n'écoutes jamais ce qu'on dit ». Voilà. La deuxième chose qu'on va essayer de regarder, c'est que les enfants vont assez vite comprendre que s'ils focalisent toute l'attention sur leurs gestes, ils ne peuvent pas, par exemple, faire une dictée. Il faut bien qu'ils écoutent l'enseignant en partie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partager leur attention. On va essayer de voir ce que ça donne chez vous. On y va. Vous allez voir des chiffres. Vous devez les lire dans votre tête et essayer de les mémoriser. Vous êtes prêts? On y va. Allez-y. Voilà, c'est pas trop difficile. Maintenant, on fait la même chose, mais vous faites blablabla. Allez-y, commencez, blablabla. Alors, c'est beaucoup moins facile. Qu'est-ce qui se passe? Je sature une partie de votre système cérébral qui s'appelle la boucle phonologique en vous faisant faire blablabla. Ce faisant, il ne vous reste plus qu'un tout petit peu de ressources pour retenir les chiffres, et vous en retenez moins. Donc l'enfant dyspraxique, par exemple, qui est en train d'écrire sa dictée, il a une partie de ses ressources attentionnelles qui sont dirigées sur le fait qu'il dessine les lettres, alors que les autres n'ont pas ce besoin-là. Donc il ne lui reste plus qu'un tout petit peu de ressources attentionnelles pour prêter attention à l'orthographe. Et donc il va faire beaucoup plus de fautes que les autres et il va être plus lent. Donc vous voyez que ce n'est absolument pas anodin, cette histoire de double tâche cognitive, c'est une vraie restriction c'est une limite biologique du fonctionnement cérébral, et elle va être indispensable à repérer parce qu'elle gêne les apprentissages et l'évaluation des compétences chez un certain nombre d'enfants, et ça va être particulièrement vrai chez les enfants en situation de handicap
pas seulement les enfants dyspraxiques, évidemment. C'est vrai chez l'enfant sourd qui est en train de lire sur les lèvres, par exemple. C'est vrai chez plein d'enfants aveugles qui sont en train de travailler en braille et pour qui ça demande, quand le geste n'est pas complètement automatisé, pour qui ça va demander plus d'attention que pour les autres élèves qui lisent de façon fluide. Et donc, pour cette raison-là, il va falloir adapter. Et donc, on va adapter, pourquoi ? Eh bien, c'est Corse-Sauce qui va nous répondre, qui est une psychanalyste. Elle dit « L'enfant est confronté à un monde physique pour lequel il n'est pas équipé. Son équipement neurobiologique n'est pas l'outil adéquat pour appréhender le monde. C'est comme s'il devait accrocher un tableau, mais qu'au lieu de disposer d'un clou et d'un marteau, il n'aurait qu'un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur génial. » Et donc, on va adapter en prenant deux principes. La première chose, c'est qu'il faut rendre accessibles les supports. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut compenser. Alors, rendre accessible, pourquoi chez les enfants dyspraxiques ? Parce qu'ils ont un trouble de l'organisation du regard. Et donc, pour un certain nombre, il va falloir adapter le support de départ et compenser, entre autres, le geste écrit. Donc, c'est la démarche qui a été mise en place par l'association que j'ai fondée, qui s'appelle le Cartable Fantastique, et qui est une association dans laquelle on croise le regard de chercheurs en sciences cognitives et celui d'enseignants habitués à adapter pour inclure, pour créer des outils qui vont faciliter la scolarité des enfants dyspraxiques. Alors, on a plusieurs types d'outils. On va, par exemple, se poser la question du manuel scolaire. Donc, un manuel scolaire en classe, c'est proposé en classe, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un manuel dans lequel il y a... Donc là, c'est une leçon sur les homophones. Par exemple, il faut distinguer entre c'est et ce. Ou c'est et c'est, pardon, c'est ça qui sont deux homophones, c'est apostrophe EST. Et donc, vous voyez que sur ce manuel, il y a un certain nombre d'embûches pour un enfant qui a un trouble d'organisation du regard. Il y a des images qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet de grammaire. Il y a des choses en ligne, il y a des choses en colonne. Et donc, l'enfant à qui on dit « tu vas prendre la page 143 et tu vas faire l'exercice 6 », s'il a un trouble de l'organisation du regard, il est happé par le bonhomme là, qui tient sa citrouille. Ensuite, il tourne pour essayer de trouver, avec ses yeux, pour essayer de trouver l'exercice correspondant. Et il prend déjà 3 minutes de retard. Quand il commence, les autres sont déjà au milieu de l'exercice. Par ailleurs, les 3/4 des exercices des manuels de français commencent par recopie, ce qui, pour un enfant qui a un déficit de l'écriture manuscrite, va poser un problème. Donc nous, on va proposer un manuel qui va être présenté différemment, avec un index qui est comme ça, et puis l'enfant rentre donc le numéro de la page directement, il tombe sur la page et il clique sur l'exercice. Et nous, ce qu'on va travailler, c'est directement la compétence qui nous intéresse. Ici, c'est la distinction entre c'est, C''EST, et S''EST. On met peu d'informations par page pour qu'il ne soit pas gêné au niveau de l'organisation du regard. Et surtout, on compense le geste écrit en demandant juste à l'enfant de travailler la compétence, c'est-à-dire de choisir entre les deux types de c'est. Donc, il va résoudre l'exercice comme ça. Voilà. Et il va pouvoir travailler en même temps que les autres en classe sur son ordinateur pendant que les autres utiliseront un manuel. Donc, il y a sur le site du Cartable Fantastique un certain nombre de ressources comme ça qui sont directement accessibles. Pas les manuels scolaires, évidemment, puisqu'il y a un problème d'exception handicap au droit d'auteur, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir. Et puis, on va proposer d'autres types de ressources qui sont des moyens de compensation directement et des moyens d'adaptation pour les enseignants, c'est-à-dire des outils qu'ils peuvent utiliser pour adapter eux-mêmes en classe. Donc, c'est le cas de ce modèle du ruban Word. Par exemple, ici, vous avez un texte qui n'est pas lisible par un enfant dyspraxique. Donc, on va proposer d'adapter ce texte avec un certain nombre de modalités qui pourront permettre de choisir les modalités qui correspondent le mieux à l'enfant. Donc ça va être un premier aspect. Un autre, on peut déterminer tout ça personnalisé pour chacun des enfants. Et on va surtout lui permettre de faire un certain nombre de choses qui sont très compliquées à faire en classe avec un ordinateur, surtout quand on est un enfant dyspraxique avec un trouble de l'organisation du regard qui fait qu'on ne peut pas aligner des chiffres en colonne. Poser une opération, même d'ailleurs quand on n'est pas un enfant dyspraxique, à l'ordinateur, vous savez que c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on va lui proposer de la poser directement dans ce type de support. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui va poser l'opération et l'enfant n'aura plus qu'à la résoudre. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai tenu à peu près le temps.